tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très rapidement. Vous m'entendez bien? Je suis petite par rapport au micro. Donc je suis Hélène Courtecuisse. J'ai été longtemps RSSI plus exactement, et DSI dans l'industrie pharmaceutique, et je suis maintenant consultante indépendante. Ma société s'appelle Lysis Conseil. Je suis toute seule dedans. Voilà. Donc, je vais vous présenter au nom de l'équipe, au nom du groupe de 10 personnes qui ont fait partie de la commission hôpitaux, je vais vous présenter les résultats. D'abord, je vais peut-être vous dire en 2 mots pourquoi on a choisi cette année, à l'inverse d'il y a 2 ans, de parler de s'intéresser aux hôpitaux. La raison, c'est que le monde de la santé est en train de bouger énormément. Alors, j'ai une petite anti-sèche parce que j'arrive pas à me rappeler du nom de tous les groupements, mais en gros, depuis quelques années, le monde des hôpitaux bouge en matière d'informatisation et de sécurisation. On peut citer par exemple la loi Hôpitaux 2012, qui donne des directives nationales de sécurité, qui parle de l'arrivée de la télésanté, qui introduit le concept de dossier médical personnel, le fameux DMP. On peut parler également du projet de loi HPST, qui est en train de regrouper notamment plusieurs agences, l'ancienne agence qui s'appelait GMSIH, qui devient l'ANAP. Il y a tout un tas de recommandations qui sont issues de ces organismes. On a également un organisme qui s'appelle l'ASIP, qui est l'Agence des systèmes d'information partagés de santé, toutes ces agences sont en train d'édicter des normes, des politiques, des méthodologies par rapport aux hôpitaux, des recommandations sur leur informatisation et sur leur sécurisation. Voilà. On peut citer également les Assises de Monaco qui ont pour la première fois cette année en octobre, enfin l'an dernier en octobre 2009, fait apparaître un pôle santé, ce qui était la toute première fois. Voilà. Et je vais arrêter de vous embêter avec l'introduction. Je vais vous présenter les chiffres. Alors d'abord, de qui parle-t-on? Là, on s'est intéressé dans cette étude aux hôpitaux publics, uniquement publics. Alors il y a environ, grosso modo, un bon millier d'hôpitaux publics en France, beaucoup plus d'hôpitaux privés, bien sûr. Alors ces hôpitaux publics, ils ont des tailles qui sont très variables. On a choisi de s'intéresser uniquement aux hôpitaux de plus de 200 lits parce qu'on a estimé qu'ils représentaient une taille suffisante pour avoir une informatisation conséquente et donc des besoins de sécurité. Et donc les hôpitaux de plus de 200 lits publics en France, ça représente environ 500 hôpitaux. Sur ces 500 hôpitaux, 151 ont répondu à l'enquête, c'est-à-dire environ un tiers des hôpitaux publics de plus de 200 lits. Donc l'échantillon n'est pas très gros, il est représentatif, mais il est moins important que l'échantillon des entreprises. Voilà. En 2006, donc précédemment, il y a 4 ans, l'enquête hôpitaux avait porté sur les hôpitaux de moins de 200 lits inclus. Donc dans certains cas, on va avoir du mal à comparer les chiffres de l'étude parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même taille de panel. Mais vous verrez que dans certains cas, on a des petites surprises aussi. Voilà. La personne ciblée, comme pour les entreprises, c'était le RSSI ou à défaut le responsable informatique ou toute autre personne ayant la sécurité en charge. Voilà, ici vous voyez la répartition du panel. Alors, quels interlocuteurs ont répondu à l'enquête? Dans un tiers des cas, on a eu une réponse du directeur ou du responsable informatique, donc une personne plus en charge de l'informatique. Et dans 17% des cas, le DSI, une personne ayant titre de DSI, ce qui représente donc 51% au total de réponses de la part d'une personne de l'informatique. Et le RSSI, qui était la cible prioritaire, n'a pu être rejoint que dans 28% des cas. Alors pourquoi? Soit il n'existe pas, soit il n'a pas une fonction très identifiée, ou bien il cumule différentes fonctions. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous dit en commentaire. Souvent, il n'y a pas de RSSI identifié, ni en tant qu'individu, ni en tant que fonction. Alors en tant que fonction, c'est pas tout à fait vrai, ça commence à arriver. En tant qu'individu, oui, parce que je crois savoir que le club des RSSI des hôpitaux publics comporte une 15aine de personnes depuis 2009, donc c'est pas beaucoup encore, mais c'est en développement. En 2008, je crois qu'ils étaient 8 approximativement, si mes chiffres sont exacts. Alors maintenant, pour parler du budget informatique et le mettre en rapport avec le budget sécurité, est-ce que le budget informatique est toujours ou de nouveau ou est une information confidentielle? Alors il n'est pas toujours connu en fait. On a seulement 70% de réponses à la question de l'identification du budget informatique. Alors soit l'interlocuteur ne sait pas,
soit n'a pas envie d'en parler. Toujours difficile à identifier. Donc le budget informatique moyen des hôpitaux, vous le voyez sur le slide, il est d'environ 1015 kilo-euros, avec une disparité gigantesque, puisque la plus petite valeur, c'est 7 kilo-euros, ça fait pas grand-chose, et le maximum est de 12 000 kilo-euros. Et pourtant, on parle bien d'hôpitaux de plus de 200 lits. Donc on peut se demander si la réponse a été, si la question a été comprise de la même façon par tous les interlocuteurs. Voilà, donc la capacité à identifier le budget sécurité dans le budget informatique global a fortement diminué, ça on le remarque. Non seulement la capacité à l'identifier, mais aussi tout simplement la part de budget informatique consacrée à la sécurité. Donc sa clarté et sa quantité, les deux ont diminué. Alors, par contre, on constate que la politique de sécurité est vraiment très présente dans les hôpitaux. Elle fait vraiment partie de la gouvernance des hôpitaux. La tendance qu'on a constatée à travers cette étude, c'est que l'élaboration de la politique de sécurité est très liée à l'analyse de risque. On a une vraie corrélation entre les deux. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important, parce que c'est à ça que ça sert quand même. Donc 63% des hôpitaux ont formalisé leur politique de sécurité, ce qui est une progression par rapport à 2006. On avait 55%. Donc on a une meilleure formalisation de la politique. Et la mise à jour date de moins de 2 ans dans les 3/4 des cas environ, 75% des hôpitaux. Voilà. On constate également que la direction générale soutient cette politique à 94%, ce qui est le même chiffre que pour les entreprises, il me semble. Et alors là, étonnamment, on avait 99% en 2006. Bon, l'écart n'est pas tout à fait parlant, je pense. Ce qui est un tout petit peu étonnant, c'est que maintenant on a affaire à de plus gros hôpitaux dans ce panel que dans le précédent, mais bon, 5% d'écart, je pense qu'on peut considérer que c'est pas très très important. Voilà. Et donc sur le schéma que vous avez ici, vous voyez qui sont les contributeurs à l'élaboration de la politique de sécurité. Donc vous voyez que vous avez quand même la DSI dans 74% des cas, la direction générale dans 66% des cas, donc c'est bien un phénomène de gouvernance. Le RSSI dans 43% des cas, et puis ensuite responsable de la production informatique, direction des ressources humaines, étonnamment. Alors on parle peut-être pas tout à fait du même niveau de sécurité ou des mêmes thèmes, il y a peut-être une subdivision. Et puis ensuite on voit apparaître le responsable de l'audit ou du contrôle et même la direction juridique. Alors, du côté des normes, des modèles, on voit que l'utilisation de modèles se précise sans s'étendre. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là ? Les hôpitaux s'appuient sur des normes et s'appuyaient déjà lors de la précédente étude, il y a 4 ans, sur l'emploi de normes pour élaborer leur politique de sécurité. On a donc 55% d'hôpitaux, c'est en légère progression, pas énormément. Par contre, ce qui est à noter, c'est que les normes utilisées sont plus variées qu'avant. C'est-à-dire qu'en 2006, la majorité, enfin, dans 30% des cas, on voyait apparaître uniquement la norme ISO 27799, alors que maintenant, ça s'étend sur plus de possibilités. On voit apparaître la politique de sécurité proposée par l'ancien GMSIH, qui s'appelle ANAP maintenant, comme je vous le disais. On voit aussi apparaître le guide sécurité de l'ANSSI. On voit MEHARI. Alors c'est vrai que peut-être on ne posait pas la question il y a 4 ans. En tout cas là, on a étendu un petit peu le registre des questions et on a des réponses intéressantes. Et on voit bien que les hôpitaux essayent de se rapprocher de normes qui seraient en rapport avec leur domaine, avec leur secteur d'activité. On a quand même 30% qui n'en utilisent pas et 15% qui ne savent pas. Alors, organisation et moyens. On constate dans les hôpitaux publics que la fonction des RSSI s'impose petit à petit. Elle est identifiée et attribuée dans 37% des cas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une personne, hein, c'est une fonction qui est identifiée. On avait 27% il y a 4 ans, donc on a quand même une bonne progression. Elle est moins assurée par une personne dédiée. On a 23% de RSSI qui ne font que ça en 2010, contre 41% en 2006, bien qu'on ait maintenant des hôpitaux de plus grande taille. Et les RSSI sont de plus en plus rattachés au DSI et moins au DG, 36% en 2010. Alors par contre, à un moment donné, on posait la question sur le thème 9 de la sécurisation des dossiers papier, les dossiers patients sur papier. Et là, on s'est rendu compte que le RSSI n'avait pas ce dossier patient en charge,
Il semblerait que ce soit encore pris en charge par la direction de l'informatique médicale, qu'on appelle la DIM. Voilà. Alors, que fait le RSSI ? On se rend compte que les fonctions opérationnelles et techniques représentent encore son activité principale, c'est-à-dire qu'il fait 25% de son temps sur des tâches de gouvernance, des tâches plus fonctionnelles, et le reste du temps, alors un tout petit peu de juridique, seulement 7% d'activité juridique, bon, ça peut suffire. Je ne suis pas juriste, c'est pour ça que je dis ça. Mais technique opérationnelle, on a donc 37%, ce qui est donc un petit peu plus important, et 10% de communication, et ça, je trouve que c'est très bien. On verra après, on a une bonne progression de la sensibilisation, de la communication, des chartes, etc. Alors, si on en vient à l'inventaire des informations, inventaire et classement, classification, là, on se rend compte que là, clairement, c'est encore à développer, c'est-à-dire qu'on a beau avoir une politique, on a beau avoir une analyse de risque, on n'a pas forcément l'inventaire qui, normalement, est fait avant. On a seulement 57% des hôpitaux de l'échantillon qui a procédé à l'inventaire de ces informations en 2009. 57%, donc un tout petit peu plus de la moitié. Et parmi ceux-ci, le classement des informations n'est pas réalisé par tous. Alors donc sur le panel, 57% font l'inventaire, mais 48% classent ensuite les informations selon les critères de, alors essentiellement confidentialité, on a 82%, disponibilité un petit peu moins, 62%, intégrité 48% ou autre. C'est ce qui apparaît sur le schéma ici. Donc là, on identifie des progrès, des marges de progression pour l'inventaire. Et par contre, l'analyse de risque, elle, progresse. Donc les analyses de risque menées en 2010 se sont traduites par des plans d'action de manière plus systématique, ça c'est ce qui ressort de l'étude. Et le responsable sécurité, le RSSI, est clairement le porteur de l'activité à 43%, donc comme pour l'élaboration de la politique, si vous vous rappelez, contre 35% en 2008. Malheureusement, on a encore 60% des hôpitaux qui ne font aucune analyse de risque. Et alors, on vient aux chartes de sécurité, ça rejoint la tâche de communication du RSSI. On se rend compte qu'en 4 ans, les hôpitaux ont vraiment, en grande partie, très majoritairement, adopté les chartes de sécurité. 78% des hôpitaux ont rédigé une charte de sécurité. Ils l'ont diffusée, la diffusion est large. On se rend compte qu'elle est signée par tous les salariés dans plus de la moitié des établissements, ce qui est très important. Et ça devient un outil de management parce que cette charte contient des sanctions disciplinaires qui sont prévues dans le règlement intérieur en cas de non-respect de la charte. Par contre, on attend encore des progrès en matière de sensibilisation des salariés à la sécurité. Les 2/3 des établissements n'ont aucun programme de sensibilisation. Alors, il y a bien le mot programme. On se rend compte qu'il y a tout de même des actions qui sont faites. Alors, sur le petit schéma ici, vous voyez, il y a des publications. Dans 50% des cas, on publie des informations sur la sécurité sur intranet, sur affiches, sur articles, des mailings. Dans 50% également des cas, on fait des sessions de sensibilisation des nouveaux arrivants. Et puis ensuite, on fait des formations périodiques de tout le personnel à 35%, ce qui est quand même bien. Formation dédiée à des populations spécifiques, 25%, des dépliants et goodies, 23%, des quiz, des questionnaires ludiques, 8%. On sent que ça se développe quand même, c'est en train de se diversifier là aussi. Quelques années, on en parlait beaucoup moins. Mais il y a encore une marge de progrès. Alors, les nouvelles technologies, maintenant, quelle est la grande tendance? C'est de la diminution de leur interdiction pure et simple. Il y a 4 ans, on avait quand même une forte proportion d'interdictions pure et simple. Vous voyez toutes les barres qui sont en rouge, la première ligne étant l'enquête de cette année et la deuxième ligne pour chaque point étant l'enquête il y a 4 ans. On voit bien que le rouge diminue. Il y a moins d'interdictions totales, il y a plus d'autorisations sous condition, c'est le jaune. Et heureusement, le vert, qui est l'autorisation sans condition, ne progresse pas. Ça, c'est quand même une bonne chose. Et donc, les hôpitaux sont globalement moins permissifs que les entreprises dans l'utilisation des nouvelles technologies. On s'en rend compte à travers chacun des points. D'abord, l'accès à partir de postes de travail non maîtrisés est en augmentation, mais reste quand même largement interdit. Les réseaux sans fil prennent de plus en plus d'ampleur. L'usage de la téléphonie sur IP s'est étendu, elle a presque triplé en 4 ans.
Et alors les hôpitaux ne résistent pas au nomadisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier point tout en haut, c'est l'accès au système d'information de l'hôpital à travers un poste nomade. On a beaucoup plus d'accès qu'avant. Vous voyez, on a 61% contre 27%, 27,2, 29. Donc beaucoup plus d'emplois d'ordinateurs portables, de réseaux sans fil, de téléphonie sur IP. Par contre, juste pour revenir sur le point d'avant, l'usage des PDA et des smartphones n'est pas très étendu et il semblerait que le problème ne soit pas vraiment avec le matériel mais avec les applications qu'on peut trouver dessus en rapport avec le besoin des hôpitaux. C'est ce qui est ressorti de l'étude. Voilà. Alors, la lutte antivirale. La démarche de sécurisation au niveau de la lutte antivirale est la même pour les entreprises et les hôpitaux. On va retrouver les mêmes chiffres. L'utilisation du chiffrement des données utilisateurs est inférieure de 10% aux entreprises. Bon, déjà, on trouvait que c'était pas beaucoup pour les entreprises, c'est encore moins pour les hôpitaux. Là, il y a vraiment des progrès à faire en fonction des besoins. Et par contre, la majorité des machines qui sont chiffrées sont des ordinateurs fixes. Pourquoi? Parce qu'on est à l'hôpital dans une problématique différente. On est plus axé sur la confidentialité des données elles-mêmes, pas tellement sur le vol d'équipements portables. C'est pas tellement les équipements portables qui sont volés. En raison de l'accès, il y a beaucoup de public qui circule dans un hôpital, la problématique n'est pas du tout la même en fait. Voilà. Côté infogérance, on a une diminution de l'infogérance dans les hôpitaux, 26%, c'est-à-dire une diminution de 11% depuis la précédente étude il y a 4 ans. Donc une diminution du recours à l'infogérance. Et puis le contrôle de la sécurité reste très limité pour les contrats d'infogérance. Les hôpitaux sont plus nombreux en 2009 à exercer leur droit de regard sur les prestations à travers des audits de sécurité, mais quand même 31% seulement exercent cet audit, c'est-à-dire que dans 60% des cas, plus de 60%, je ne sais plus compter, on n'a pas de contrôle du contrat d'infogérance. Alors, les contrôles d'accès, on fait un petit zoom parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à dire sur la gestion des contrôles d'accès dans les hôpitaux. Alors, les hôpitaux ont progressé d'abord dans l'adoption et dans la mise en œuvre de moyens de contrôle d'accès, mais pas sur tous les points. Alors, on se rend compte que la SSO, le single sign-on, et l'authentification forte, alors on entend par là par certificat numérique embarqué sur carte à puce, sur token, etc., ça se diffuse, donc le SSO et l'authentification forte se diffusent. Il y a plus d'un quart des hôpitaux qui sont ou qui vont s'équiper en 2010, ce qui est quand même beaucoup. Le SSO étant utilisé dans 20% des hôpitaux. Par contre, la gestion des droits d'accès, il y a des grosses insuffisances. On constate qu'il n'y a pas forcément de désactivation des droits des utilisateurs dans 50% des cas quand les gens s'en vont. Vous voyez, donc en fait, alors ce qu'on voit sur le premier schéma, le schéma du haut, c'est est-ce qu'une procédure formelle d'enregistrement, de révision et de désinscription des utilisateurs existe? Non, à 55%. Oui, en totalité, à 24% seulement. Donc on a vraiment un problème de maîtrise. Et par contre, est-ce que cette procédure inclut les administrateurs? Oui, à 76% seulement. Donc il reste quand même 20% de problèmes à considérer. Et puis la gestion des mots de passe, dans un tiers des cas, on se rend compte à travers l'étude qu'il n'y a aucun contrôle des mots de passe. Alors à la saisie, dans la constitution, dans la mise à jour, dans l'existence d'un mot de passe. Un tiers des hôpitaux. Les vulnérabilités. Alors la veille sur les vulnérabilités stagne et reste insuffisante. 59% seulement des hôpitaux font de la veille sur les vulnérabilités. Donc ça représente un progrès modéré dans la mise en place des procédures de gestion des correctifs. Le déploiement est de plus en plus formalisé. 47% des hôpitaux formalisent leur processus de déploiement correctif contre 34% il y a 4 ans. Le déploiement des correctifs en cas d'urgence, donc en moins de 3 jours, peut être fait dans 80% des cas. Donc la gestion des correctifs semble bonne. La veille sur les vulnérabilités pourrait progresser. Alors la gestion des incidents, là on se rend compte, alors le schéma est un peu petit mais vous le verrez plus en détail dans le rapport, les incidents de sécurité, nous c'est notre interprétation, semblent en augmentation et notre interprétation
c'est que les incidents sont mieux détectés par les hôpitaux. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a plus d'incidents, ils sont mieux détectés. On a affaire à un panel qui contient des hôpitaux plus gros, donc avec un meilleur système de remontée et d'analyse des incidents. Ce qu'on peut constater par rapport à ces incidents, c'est qu'on a une forte augmentation de la perte de services essentiels. Vous voyez, 46% de perte de services essentiels parmi les incidents. Alors ça peut s'expliquer également par le verre confie-cœur. Ça et l'augmentation de la taille des hôpitaux. Ensuite, on constate une progression de plus d'un tiers des vols de matériel informatique et des matériels de télécommunication, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'accueil quotidien du public, la circulation de centaines, voire de milliers de personnes quotidiennement dans des locaux pas toujours totalement protégés, en est probablement la cause, et puis aussi le développement des outils nomades, puisqu'on a vu qu'ils avaient beaucoup progressé. Et on a une baisse des causes accidentelles, ça se remarque également, en défaveur des causes malveillantes. Donc là, comme pour les entreprises, hausse des malveillances et baisse des causes accidentelles. Donc une meilleure maîtrise côté accident et des progrès à faire par rapport au vol et à la malveillance. Alors, continuité de service, maintenant, 54% des hôpitaux ont formalisé leur gestion de la continuité de service. Et ça, c'est une forte progression par rapport à 2006. Vous voyez, en 2006, vous aviez 12% d'hôpitaux qui l'avaient formalisé en totalité et 24% pour certaines activités. Donc, on a quand même une très bonne progression. Par contre, là, on n'a pas le schéma, mais on se rend compte à travers certaines questions que vous trouvez dans le rapport que la gestion de continuité de service est quand même encore fortement dédiée, fortement centrée sur l'informatique. On parle plus de PSI que de PCA. Hein, on est plus dans le plan de secours que dans le plan de continuité métier total. Ces plans sont testés au moins une fois par an ou à l'occasion de changements importants. Par contre, on a une diminution par rapport à 2005 du nombre de tests réalisés plusieurs fois par an, moins 10%. Et augmentation du nombre de tests réalisés juste une fois par an, plus 14%. Bon, après, la question est de se demander si c'est le nombre qui compte ou la qualité du test, évidemment, et sa préparation et son interprétation. Et puis, on constate également que la gestion de crise est mieux maîtrisée. Un tiers des hôpitaux a un processus formalisé de gestion de crise. Par contre, dans la question, il est possible, on s'est rendu compte, que les personnes interviewées aient compris crise au sens global. Dans un hôpital, dans le monde de la santé, le mot crise a une signification qui va nettement au-delà de la sécurité informatique. Ça peut être une crise de communication, une crise médicaments, une crise épidémique, etc. Donc, on n'est pas tout à fait sûr de l'interprétation à donner. Audit de sécurité. Alors là, bon... Pour être gentil, on a mis bilan hétérogène. Donc la moitié des hôpitaux n'en réalisent aucun audit de sécurité du tout. 38% des hôpitaux en réalisent 1 à 2 par an. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Ensuite, les périmètres des audits expliquent la variabilité de cette fréquence. Vous voyez que c'est sur le schéma qui est à côté. À 44%, l'audit est une vérification des configurations techniques seulement. À 42%, c'est une vérification des droits d'accès des utilisateurs. 37% consiste à vérifier l'organisation et les procédures, donc seulement 37%. C'est pas quand on parle d'audit, en général, on pense plutôt à ça. Et puis les tests d'intrusion réseau dans 23% des cas. Et ce qu'on peut noter également, c'est que 38% des audits sont déclenchés suite à la survenance d'un incident. Alors, je vous parle un petit peu de la CNIL maintenant. Il y a une très très forte progression. On pourrait donner la palme d'honneur aux hôpitaux. 94% des hôpitaux estiment être en conformité totale avec les recommandations de la CNIL ou sur les traitements les plus sensibles. Un correspondant informatique et liberté tel que défini, demandé par la CNIL, a été mis en place dans 43% des hôpitaux, contre 37% il y a 4 ans, donc on a une très bonne progression. Par contre, il y a une petite surprise, c'est que dans 31% des cas, la personne qui a répondu lors de l'interview ignorait ou semblait, alors a déclaré soit non, soit
soit ne sait pas à la question « Est-ce que votre hôpital est soumis à des lois ou des réglementations spécifiques en matière de sécurité des informations ?» Ça, c'est une surprise. Donc, soit la personne a dit non, il n'y a pas de loi, pas de réglementation particulière, soit la personne ne savait pas. Or, on sait tous qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de lois empilées, encore plus dans le monde de la santé qu'ailleurs. Donc, c'est une petite surprise. Alors, comment l'interpréter? Est-ce qu'il y a un problème de profil du répondant, tout simplement? Est-ce que c'est sa sensibilisation aux aspects juridiques qui devrait progresser? Est-ce que c'est pris en charge par quelqu'un d'autre totalement? Ce serait à creuser. Et puis les tableaux de bord. Alors ça, c'est un petit clin d'œil au bac. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'était le bac philo. Donc je vous ai mis tableau de bord, copie blanche. On a seulement 7% des hôpitaux qui ont mis en place un tableau de bord de suivi de la sécurité informatique. Donc aucune progression depuis 2006. Alors en conclusion, je ne vais peut-être pas tout vous relire, en conclusion je vous ai fait 2 colonnes. En vert, les progressions constatées, donc les vrais points d'amélioration, et puis en orange, les opportunités d'amélioration, comme on dit puniquement, les choses qui auraient besoin de progresser. Donc les progressions constatées, la conformité CNIL qui a la palme d'honneur, la détection d'incidents, le single sign-on, la sécurité des nouvelles technologies, les chartes, la nomination de RSSI, l'utilisation de normes dédiées à l'hôpital et la formalisation des politiques de sécurité. Et puis du côté des opportunités d'amélioration, sans ordre particulier, quand même, l'inventaire et le classement des informations, c'est la base, l'analyse de risque, la sensibilisation du personnel, contrôler l'infogérance, gérer les accès, faire de la veille sur les vulnérabilités, mieux résorber l'impact des incidents. C'est vrai qu'il y avait un petit schéma qu'on a retiré sur la gestion de l'impact des incidents qui ne sont pas encore très bien gérés. Plan de continuité à étendre au métier, non pas seulement à l'informatique. Gestion de crise, connaissance des lois et des réglementations sécurité pour le RSSI peut-être. Audit de sécurité et tableau de bord.